J'aime cet accord. Donc je suis entièrement d'accord avec vous sur l'importance du nationalisme. Et encore une fois, c'est intégré dans le concept d'un État-nation. Mais si vous retiriez les États-Unis, les Taïwanais, et je suis un peu en désaccord avec vous ici, la majorité des Taïwanais, l'écrasante majorité des Taïwanais, ne veulent pas faire partie de la Chine. Laissez-moi vous poser une question. Pensez-vous que si les États-Unis n'étaient pas du tout en Asie, il y a toujours un conflit à la frontière entre la Chine et l'Inde? Permettez-moi de préciser cela. Non, la précision est importante, car sans les États-Unis, les conflits auraient été traités comme des conflits frontaliers. Et comme vous le savez, la Chine a déjà résolu pacifiquement environ 10 conflits frontaliers sur 14. C'est hors de propos. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous êtes nouveau sur l'émission, n'oubliez pas de vous abonner. Pensez également à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire de petits dons via le lien indiqué dans la boîte de description. Nous comptons sur vous. Mais le minimum que vous puissiez faire est de regarder cette émission, de l'aimer, de la partager et de commenter. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invité d'aujourd'hui, le professeur John Mearsheimer. Le professeur Mearsheimer est un théoricien réaliste, ce qui signifie qu'il pense que le système international est dominé par les grandes puissances. Et dans leur quête de sécurité et de compétition, nous avons parfois la guerre. En dehors des théories, il a participé à des débats politiques. Il s'est exprimé contre l'invasion de l'Irak par les États-Unis en 2003, le soutien des États-Unis à Israël et la provocation de l'OTAN contre la Russie. Professeur Mearsheimer, bienvenue en Inde et à Global Left. Quel honneur de vous avoir ici. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici. Mais commençons par la Chine, car apparemment, avec les guerres tarifaires, le centre de gravité de la politique semble s'être déplacé vers la relation États-Unis-Chine. Quelles sont vos réflexions sur la direction que cela prend? Eh bien, au début des années 1990, lorsque la Chine était encore un pays en développement et n'était pas une grande puissance, les États-Unis ont poursuivi une politique d'engagement. Cette politique visait à faire de la Chine un pays riche et à l'intégrer dans l'économie internationale, à l'intégrer dans les institutions internationales. L'hypothèse était qu'elle deviendrait une démocratie libérale et que nous vivrions tous heureux pour toujours. J'ai soutenu, et c'était l'un des arguments centraux de mon livre, The Tragedy of Great Power Politics, publié en 2001, que la Chine ne pouvait pas s'élever pacifiquement. En fait, en transformant la Chine en un pays riche, les États-Unis transformaient en effet la Chine en une grande puissance. Plus la Chine devenait puissante, plus il serait difficile pour les États-Unis de gérer la Chine. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Je crois qu'en 2017, environ, la Chine est devenue une grande puissance. Et ce n'est pas un hasard. Si en 2017, après que Trump soit entré à la Maison-Blanche pour la première fois, il a abandonné l'engagement et adopté une politique de confinement. Jusqu'au deuxième mandat de Trump, cette politique de confinement contre la Chine impliquait, premièrement, de mettre en place une structure d'alliance militaire en Asie de l'Est qui pourrait contenir la Chine,
et deuxièmement, de battre la Chine dans la compétition pour le développement de technologies de pointe. Ce sont les deux dimensions de la compétition entre les États-Unis et la Chine jusqu'à la deuxième administration Trump. Et maintenant, Trump a ajouté une troisième dimension importante, qui est la guerre commerciale. Et il semble que cela va effectivement mettre fin à presque tout le commerce entre les États-Unis et la Chine. Tout cela vous indique que les États-Unis et la Chine sont engagés dans une compétition sécuritaire intense, où il y a une possibilité sérieuse. Je veux souligner ce mot, possibilité. Je ne dis pas que cela va se produire de manière axiomatique. Il y a une possibilité sérieuse d'une guerre de grande puissance entre la Chine et les États-Unis. Donc, je dirais simplement à propos des développements récents, l'imposition de tarifs sur la Chine et l'imposition de tarifs par la Chine sur les États-Unis en représailles, que cela n'est pas terriblement surprenant, car à mesure que la Chine devenait de plus en plus puissante, il était, à mon avis, inévitable que les États-Unis et la Chine deviennent des rivaux. Je suppose que je veux prendre du recul ici pour vous interroger sur votre recommandation politique concernant l'engagement avec la Chine, car très souvent, il y a un aspect de vos écrits qui parle simplement de la réalité. Mais il y a aussi des aspects où vous préconisez des politiques. Nous l'avons vu en Irak, en Israël, en Russie, etc. Pensez-vous personnellement que les États-Unis devraient contenir la Chine? Et si oui, quels devraient être les moyens et les formes de cette contention? Il ne fait aucun doute dans mon esprit que les États-Unis devraient contenir la Chine. Ma théorie de la politique internationale me dit qu'à mesure que la Chine devient plus puissante, la chose intelligente à faire pour la Chine est de dominer l'Asie de l'Est de la même manière que les États-Unis dominent l'hémisphère occidental. Et la raison pour laquelle vous voulez faire cela si vous êtes la Chine, c'est que c'est le meilleur moyen d'améliorer votre sécurité. Plus vous êtes puissant dans votre propre région, et bien sûr, si vous devenez un hégémon régional, vous avez atteint le sommet du pouvoir dans votre région. Alors vous maximisez votre sécurité. Les États-Unis sont un hégémon régional dans l'hémisphère occidental. Et si la Chine est intelligente, elle essaiera de devenir un hégémon régional en Asie de l'Est. Cependant, cela n'est pas dans l'intérêt national de l'Amérique. Les États-Unis ont un intérêt particulier à s'assurer que la Chine ne devienne pas un hégémon régional. Le résultat final est donc que vous aurez un affrontement entre la Chine cherchant à obtenir l'hégémonie régionale et les États-Unis essayant de l'empêcher. La manière pour les États-Unis de l'empêcher est de contenir la Chine. Je pense qu'il est essentiel de construire une structure d'alliance en Asie de l'Est qui puisse contenir la Chine. De plus, je crois que la compétition entre les États-Unis et la Chine sur les technologies de pointe comme l'IA, l'informatique quantique, les microprocesseurs, etc., est une compétition que les États-Unis veulent gagner, ou du moins s'assurer que la Chine ne gagne pas. Je suis en faveur de ces deux dimensions de la compétition. Je pense qu'elles sont inévitables. Cependant, je pense que la guerre commerciale, telle que Trump l'a conçue, est insensée. Je pense que Permettez-moi de revenir sur ce point de l'inévitabilité. J'ai parcouru votre livre, The Tragedy of Great Power Politics. C'est un bon livre. J'ai vraiment apprécié votre analyse des cas historiques des guerres napoléoniennes françaises, de l'Allemagne, du Japon impérial. Nous pouvons discuter de l'Union soviétique. J'aimerais vous poser quelques questions à ce sujet plus tard. Mais sur la base de cette histoire, qui est en grande partie, à mon avis, une histoire où les empires étaient très centraux dans la géopolitique, vous avez théorisé que l'avenir signifierait également que la montée en puissance de la Chine serait, disons, un réalisme agressif ou une poussée expansive à l'avenir.
Mais ma question est, il y a une grande supposition là, n'est-ce pas? Parce que nous vivons à l'ère des États-nations où le nationalisme a considérablement augmenté, même en Asie. En fait, concernant l'alliance que vous venez de mentionner, beaucoup de pays ne sont pas amicaux avec la Chine. Comment peut-on imaginer que la Chine puisse s'élever en faisant ce que les États-Unis ont fait à Haïti, à Cuba, au Nicaragua, au Honduras, ou ce que l'Empire britannique a fait à l'Inde, ou ce que l'Allemagne a fait pendant les périodes de l'entre-deux-guerres? Quelle est la force de cet argument? Je veux être clair sur le fait que, tout d'abord, mon argument n'a rien à voir avec les empires coloniaux. Les empires coloniaux ne sont pas importants dans mon récit. Ce qui compte, ce sont les États, en particulier les grandes puissances. C'est un livre intitulé « La tragédie de la politique des grandes puissances ». Il s'agit donc des relations entre grandes puissances. Le deuxième point est que je suis entièrement d'accord avec vous sur l'importance du nationalisme. J'ai longtemps soutenu que c'est l'idéologie politique la plus puissante de la planète. De plus, quand nous parlons des États aujourd'hui, nous ne parlons pas simplement des États. Nous parlons des États-nations. Et le concept d'un État-nation est fondamentalement lié au nationalisme. État-nation, n'est-ce pas? L'État national. Donc, ce sont des États-nations. J'ajouterai également à cela, et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles je m'oppose à la guerre en Irak, qu'il est insensé dans la plupart des cas d'envahir un autre pays, car ce qui se passera, c'est que vous vous retrouverez dans un nid de frelons à cause du nationalisme. Cet État-nation que vous envahissez ne voudra pas que vous menaciez sa souveraineté, et cela vous causera toutes sortes de problèmes. Donc, mon point de vue est que vous restez à l'écart de lieux comme l'Afghanistan. Si vous êtes intelligent, vous restez à l'écart de lieux comme l'Irak. Et quand j'étais jeune, j'ai appris cette leçon pendant la guerre du Vietnam. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'importance du nationalisme. Et encore une fois, c'est intégré dans le concept d'un État-nation. Mais ce que vous devez comprendre à propos de la Chine, c'est qu'elle contrôle déjà une vaste étendue de territoire sur le continent asiatique. Et nous ne parlons pas de la Chine envahissant d'autres pays sur le continent asiatique. Ce n'est pas le problème ici. Ce n'est pas comme la guerre froide où nous nous inquiétions de l'Union soviétique attaquant l'Europe de l'Ouest. La Chine contrôle le continent asiatique. Nous ne menaçons pas la Chine sur le continent asiatique. La Chine a des intérêts, premièrement en mer de Chine méridionale, deuxièmement à Taïwan, et troisièmement en mer de Chine orientale. Ce sont les trois principaux points de tension, et c'est là que nous devons nous concentrer pour contenir la Chine. Nous devons nous assurer que les Chinois n'envahissent pas Taïwan. Nous devons nous assurer qu'ils ne donnent pas la mer de Chine méridionale ou la mer de Chine orientale. Je suppose que c'est précisément là que j'aurais dirigé cette conversation, car un côté de votre argument repose sur la théorie, ce qui s'est passé dans le passé. Bien sûr, comme vous l'avez justement souligné, vous n'utilisez pas l'impérialisme comme catégorie d'analyse. Néanmoins, je pense que l'âge des empires mérite d'être mentionné dans cette analyse, précisément parce que nous vivons à une époque de nationalisme. Mais cela, mis à part, je pense qu'en dehors de la théorie, il est utile de passer en revue quels sont les signaux émergents. Et vous en avez mentionné trois: Taïwan, la mer de Chine orientale et la mer de Chine méridionale. Votre critique dirait que Taïwan est un cas complètement spécial. Je veux dire, vous connaissez l'histoire de la Chine. Je suis étudiant en histoire. C'est un cas particulier, parce que la Chine et Taïwan ont des histoires complexes. Mais il y a certainement beaucoup de gens à Taïwan qui croient encore des deux côtés du détroit de Taïwan qu'ils font partie d'une seule Chine. Et donc ma question pour vous est, dans quelle mesure est-il correct
de dire que même si, pendant un moment, nous supposons que la Chine aurait une prise de contrôle agressive de Taïwan, supposons-le. Je ne pense pas que ce soit juste, mais supposons que ce soit vrai. Dans quelle mesure cela explique-t-il l'engagement de la Chine avec le reste de l'Asie? Eh bien, le point est que la Chine a un intérêt particulier à prendre le contrôle de Taïwan, parce qu'elle croit que c'est un territoire chinois sacré et qu'il appartient à la Chine, n'est-ce pas? Mais le point important ici est que si la Chine devait prendre Taïwan, cela aurait toutes sortes d'implications stratégiques pour l'équilibre des pouvoirs en Asie de l'Est. Si la Chine devait dominer la mer de Chine méridionale et la mer de Chine orientale comme elle le souhaite, si elle devait prendre Taïwan, si elle devait repousser les Américains au-delà de la première chaîne d'îles, puis de la deuxième chaîne d'îles, et les faire sortir d'Asie de l'Est, cela aurait d'énormes conséquences sur l'équilibre des pouvoirs en Asie de l'Est. Et cela signifierait qu'il y aurait des conséquences pour les États locaux de la région. Des pays comme le Vietnam, les Philippines, le Japon, la Corée du Sud, et ainsi de suite. Et pour l'Inde également. Donc c'est une question très importante, Taïwan, pour des raisons géostratégiques, ainsi que pour des raisons nationalistes. Sur la question de la géostratégie, je veux dire, tout d'abord, tout le monde le sait, mais j'aimerais quand même le rappeler. Une grande partie de cette géostratégie est là en raison de la présence massive des États-Unis. Et ensuite, la question devient, quel est le problème ou quelle est la conséquence que vous percevez si les États-Unis devaient se retirer, disons, de la mer de Chine méridionale? Parce qu'une grande partie de ces conflits sont des conflits frontaliers. Une grande partie du conflit est bien sûr géostratégique, qui dominera là. Mais beaucoup de conflits concernant les îles, ces lignes en pointillés et autres, sont essentiellement des conflits frontaliers parce qu'il y avait autrefois des empires. Et lorsque les empires se sont effondrés, vous avez mentionné l'Inde. Le conflit entre l'Inde et la Chine est précisément quelque chose que beaucoup d'entre nous considèrent comme des conflits frontaliers, plutôt que comme une question de nationalisme que nous développons maintenant du côté indien. Ma question pour vous est que beaucoup de gens comme nous verraient la volatilité de cette géopolitique émerger précisément de la présence des États-Unis en premier lieu. Si les États-Unis n'étaient pas en Asie de l'Est, cela ne ferait aucune différence pour le conflit entre l'Inde et la Chine en termes d'intensité. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Et il en va de même pour Taïwan. Si vous retiriez les États-Unis, les Taïwanais, et je suis un peu en désaccord avec vous ici, la majorité des Taïwanais, l'écrasante majorité des Taïwanais, ne veulent pas faire partie de la Chine. D'accord. Ils ont développé une identité taïwanaise. Il y a eu de l'histoire, oui. Donc si vous aviez un référendum, les Taïwanais voteraient pour rester indépendants et devenir un État-nation de jure plutôt qu'une intégration lâche. Les Taïwanais veulent être un État souverain, et les Chinois n'acceptent pas cela. Ils croient que Taïwan fait partie de la Chine, c'est un territoire sacré. Vous avez donc ce désaccord fondamental là-bas, et c'est indépendant des États-Unis. Et vous savez certainement que les Japonais ont cette histoire in Enptuid. Tout ce que vous avez à faire est de revenir à 1931, lorsque les Japonais ont pris la Mandchourie, puis à 1937, lorsque la guerre à grande échelle a éclaté entre le Japon et la Chine, qui a duré jusqu'en 1945, pour reconnaître que le potentiel de conflit entre le Japon et la Chine est toujours présent, que les États-Unis soient situés dans la région ou non. Le point concernant les États-Unis est qu'il est probablement nécessaire d'avoir les États-Unis en Asie de l'Est pour contenir la Chine. Si les États-Unis n'étaient pas là,
Je ne pense pas que les Japonais et les autres pays d'Asie de l'Est pourraient le faire eux-mêmes. Aidez-moi à traverser une série d'arguments ici, car initialement nous avons dit qu'en nous basant sur votre cadre d'analyse réaliste, il est important de contenir la Chine du point de vue des États-Unis, parce que la montée de la Chine serait préjudiciable, je suppose, non seulement à la réduction du pouvoir des États-Unis, mais aussi à beaucoup d'autres. Est-ce correct? Est-ce cette hypothèse? D'accord. Si c'est correct, alors dans la réponse de suivi, vous avez dit que si ce n'était pas pour les États-Unis, certes, le problème de Taïwan est un cas spécial, comme je l'admets. Il y a des cas de cela dans tous les États-nations post-coloniaux où les nationalismes ont pris des directions différentes. Ne discutons pas de Taïwan pour le moment. Mais en termes d'autres nations, parlons de la coexistence pacifique du Japon et de la Chine. Qu'est-ce qui nous fait croire que ce n'est pas possible sans les États-Unis? La mer de Chine orientale. Mais c'est les États-Unis. Non, non, c'est le... Au contraire, ce sont les Japonais et les Chinois. Il y a une poignée de rochers, de petites îles dans la mer de Chine orientale, qui sont âprement, je choisis mes mots avec soin ici, âprement disputées par le Japon et par la Chine. Mais croyez-vous vraiment que ces conflits frontaliers, que je définirais comme des conflits frontaliers, menaceraient réellement la paix? Est-ce que ces conflits frontaliers entraîneraient nécessairement les deux nations dans la guerre à notre époque? Oui, il y a une possibilité sérieuse que si les États-Unis n'étaient pas là, et même avec les États-Unis présents, le Japon et la Chine pourraient se disputer ce que les Japonais appellent les îles Senkaku et les Chinois appellent les îles Diaoyu. Non, vous ne voulez pas sous-estimer le potentiel de problème. Et vous croyez que ces conflits auraient existé même sans les États-Unis? Parce qu'auparavant, vous avez dit qu'une grande partie de ces conflits sont dus à la polarisation en géopolitique. Par exemple, l'AUKUS, ce genre d'encerclement massif de la Chine, incluant les États-Unis, jusqu'en Australie. Permettez-moi de vous poser une question. Pensez-vous que si les États-Unis n'étaient pas du tout en Asie, il y aurait toujours un conflit à la frontière entre la Chine et l'Inde? Les États-nations auraient eu des conflits concernant les frontières. En ce qui concerne l'Inde et la Chine, il y en a certainement 4000. Mais permettez-moi de nuancer cela. Non, la nuance est importante, car sans les États-Unis, les conflits auraient été traités comme des conflits frontaliers. Et comme vous le savez, la Chine a déjà résolu pacifiquement environ 10 conflits frontaliers sur 14. C'est sans rapport. Il y a un conflit frontalier intense entre la Chine et l'Inde. Et je vous dis que je pense que cela n'a rien à voir avec les États-Unis. Vous pourriez retirer les États-Unis et vous auriez toujours ce conflit frontalier. Le conflit frontalier n'a rien à voir avec les États-Unis. Je suis d'accord. C'était parce qu'il y avait deux empires qui se sont effondrés, et de cela des États-nations ont émergé. Mais ce ne sont pas les États-Unis. La polarisation, non, ce que je dis, c'est que la polarisation plus large du Quad, de l'AUKUS, vous savez, l'utilisation de différentes bases dans l'océan Indien, est précisément due à la présence des États-Unis. Les Indiens n'auraient même pas osé parler d'encercler la Chine sans les États-Unis. C'est une autre question. Le point que nous débattions au départ était de savoir si les Japonais et les Chinois seraient en désaccord au sujet de la mer de Chine orientale et en particulier au sujet de ces petites îles. C'était la question. Et vous avez dit que si les États-Unis étaient retirés, alors le conflit disparaîtrait essentiellement.
Non, je n'ai pas dit ça. Non, vous n'avez pas dit ça. J'ai dit que si les États-Unis n'étaient pas là, surtout en mer de Chine orientale et en mer de Chine méridionale, alors les conflits auraient été de moindre intensité et limités à des conflits frontaliers, comme nous l'avons vu dans le cas de l'Asie centrale, par exemple. Il y a eu beaucoup de conflits frontaliers entre guillemets avec la Chine et beaucoup d'États d'Asie centrale de l'ex-Union soviétique. Beaucoup d'entre eux ont été résolus de manière beaucoup plus pacifique parce qu'ils ont été traités comme des conflits frontaliers. Ont-ils été résolus pacifiquement? Vous n'avez pas réussi à résoudre pacifiquement le conflit frontalier indien avec la Chine. Vous n'avez pas réussi à résoudre pacifiquement le conflit concernant ces îles. C'est essentiellement un jeu à somme nulle. Oui, mais ce que je demande, professeur, c'est si la polarisation aggrave la situation. Par exemple, dans le cas précis de l'Inde et de la Chine, si vous regardez les années avant 2014, et cela s'est considérablement intensifié depuis 2017 ou 2018, lorsque des soldats chinois et indiens se sont affrontés dans l'Himalaya, pendant la période intermédiaire avant cela, il y avait une avancée beaucoup plus sereine et moins nationaliste vers la résolution du conflit. Vous savez pourquoi c'est le cas? Parce que la Chine n'était pas une grande puissance. Ce qui s'est passé ici, c'est que la Chine est devenue une grande puissance. Et quand elle est devenue une grande puissance, elle est devenue plus agressive. Et plus la Chine devient puissante, plus il est probable qu'elle essaye d'imposer un règlement frontalier à l'Inde. C'est ainsi que fonctionne la politique des grandes puissances. C'est pourquoi j'ai dit que ce n'était pas dans l'intérêt de l'Inde, ce n'était pas dans l'intérêt de Taïwan de transformer la Chine en grande puissance. Je me souviens quand je suis allé à Taïwan en 2014, j'ai eu une conversation en tête-à-tête avec le président de Taïwan, le président Ma. Et le président Ma était très intéressé par l'interaction avec la Chine et par l'aide à la croissance de l'économie chinoise. Je lui ai dit que c'était une grave erreur. Vous allez transformer la Chine en grande puissance. Et la Chine a ses viseurs braqués sur Taïwan. De plus, de nombreuses entreprises taïwanaises dépendaient de la montée en puissance de la Chine. Absolument, c'est tout à fait exact. Et il a dit que c'était une bonne chose. Et j'ai dit, d'un point de vue géopolitique, que cela n'a pas de sens. Mais c'est exactement ce qui s'est passé avec l'Inde. Le problème auquel l'Inde est confrontée maintenant, et j'ai parlé à un certain nombre d'Indiens qui le reconnaissent, c'est que la Chine devient de plus en plus puissante. En fait, on pourrait dire que l'écart entre l'Inde et la Chine se creuse. C'est une mauvaise nouvelle pour l'Inde, car les grandes puissances ont tendance à essayer de régler les choses par des menaces coercitives ou parfois par la force militaire lorsqu'elles deviennent vraiment puissantes. Je suppose qu'ici, nous interprétons la situation un peu différemment. Je veux dire, je pense que l'escalade s'est produite précisément parce que les nationalistes hindous sont arrivés au pouvoir, ce qui a signifié une forme de nationalisme beaucoup plus agressive en Inde. De l'autre côté, avec le Pakistan, l'écart entre l'Inde et le Pakistan s'est également creusé. Maintenant que vous avez désavantagé les musulmans en Inde, vous avez besoin d'une plus grande part pour que les nationalistes hindous galvanisent votre nationalisme. Mais c'est une vision interne de la façon dont je perçois la situation. Vous déplacez l'attention entre le conflit Inde-Pakistan. Nous parlons de Chine. Non, je dis que c'est important si vous adoptez une perspective interne, comme moi. Mon point de vue interne est que l'escalade depuis 2017 ne reflète pas une escalade de l'asymétrie, comme vous l'avez dit, mais plutôt un changement dans la politique intérieure de l'Inde, qui a fait du nationalisme l'élément central. Cela peut être vrai, mais nous ne parlions pas. Bien sûr que non.
Nous parlions de l'Inde et de la Chine. Oui, non. Parce que votre explication était que le conflit Inde-Chine s'était intensifié précisément parce que l'écart s'était creusé. En fait, si je regarde mon domaine, qui est l'économie, je dirais d'un point de vue économique, pas en termes de technologie spécifique, pas en termes militaires. Mais d'un point de vue économique, je pense que nous avons vu le pic de l'asymétrie entre la Chine et l'Inde. L'Inde est très probablement sur le point de croître à un rythme beaucoup plus rapide. Je ne vais pas entrer dans la nature de la croissance et tout cela. Tout ce que je dirais, c'est que j'espère que vous avez raison. Donc, je pense qu'une bonne pause ici nous aiderait probablement à faire la transition vers la Russie et l'Ukraine, et d'autres sujets sur lesquels je pense que nous sommes d'accord. Je veux dire, je pense que c'est le seul cas sur lequel nous étions en désaccord. Et je pense que, comme en diplomatie, les gens disent de commencer par quelque chose sur lequel les gens sont d'accord, puis de passer au désaccord. Mais je pense qu'en marketing, on dit qu'il faut montrer les choses les plus intéressantes aux clients dès le début. Et donc, je pense que c'est là que j'ai commencé. Mais discutons un peu. J'aime les désaccords. Absolument. No mate, nous sommes d'accord. Oui. Et une partie de la raison pour laquelle je me concentre sur d'autres choses est qu'il existe de nombreux espaces médiatiques alternatifs où vous allez régulièrement ou périodiquement avec lesquels nous avons une solidarité immense. Et c'est un travail formidable. Vous vous êtes beaucoup exprimé là-bas et je voulais pas vous faire tout répéter. C'était donc aussi une partie de la raison pour laquelle j'essayais, et j'essaye toujours, de me concentrer sur d'autres aspects. De plus, j'ai lu votre livre. Alors, professeur Mearsheimer, parlons de l'Union soviétique un instant. Car j'ai senti que bien que le cas chinois soit une sorte de théorie et de spéculation, et bien que le cas de la France, vous n'avez pas autant discuté de la Grande-Bretagne, mais on peut l'ajouter au mélange. You didn't discuss Britain as much, but one can add that into the soup. The United States, Japan. Les États-Unis, le Japon, etc. ont une histoire très solide en tant qu'hégémons régionaux. J'ai une question à propos de l'Union soviétique. Je ne conteste pas que l'Union soviétique était un hégémon régional lorsqu'on la considère du point de vue de l'Europe de l'Est. La Hongrie en 56 et Prague en 68 n'étaient que des moments où ces relations ont été clarifiées. Et on peut aussi prendre du recul et voir que l'histoire dans la région de l'Europe de l'Est n'a pas jugé l'Union soviétique très favorablement, même s'il y a eu un changement politique qu'il faut prendre en compte. Mais ma question pour vous est la suivante. Si l'on va au-delà de l'Europe de l'Est et que l'on examine l'engagement de l'Union soviétique dans d'autres parties du monde, et vous connaissez l'histoire mieux que moi, définiriez-vous cela comme une histoire agressive et expansive? Je pose cette question parce qu'il y a cette opinion dominante sur l'Union soviétique, qu'elle était un empire. Je sais que ce n'est pas important pour votre catégorie d'analyse, mais était-elle agressive? Puisque le réalisme agressif est définitivement votre catégorie d'analyse, la définiriez-vous comme agressive? Je pense que les États-Unis et l'Union soviétique se sont engagés dans une compétition de sécurité mondiale au cours de la guerre froide. L'intensité de cette compétition était plus grande dans certaines régions que dans d'autres. Par exemple, elle était la plus forte en Europe, mais elle était également intense en Asie de l'Est, et elle était intense à différents moments dans le Golfe Persique. En fait, les États-Unis ont créé la force de déploiement rapide à la fin des années 80 et au début des années 90 pour faire face à la possibilité que les Soviétiques envahissent le Golfe Persique. Donc ce sont les trois principales zones. Et je pense que tant les États-Unis que l'Union soviétique étaient agressifs dans le sens le plus large du terme dans cette compétition. Cela incluait certainement la compétition dans ces trois zones. Mais cela incluait aussi des endroits comme l'Afrique. Ici, il y avait un petit exemple en Angola.
There was a competition, for example, in Angola. Angola, Mozambique, Éthiopie. Yes, it was a global competition. Oui, c'était une compétition mondiale, et nous essayions de tirer parti de la situation pour surpasser les soviétiques, et ils faisaient la même chose. Donc d'une manière très importante, nous nous comportions tous les deux de manière agressive. Je pense que c'est un très bon moment pour vous poser quelques questions sur la théorie à travers l'histoire. Une des choses qui me dérange dans la théorie réaliste des relations internationales, c'est qu'elle ne prend pas sérieusement en compte les dynamiques internes. Et vous avez mentionné l'Afrique, par exemple. Si je devais choisir entre le colonialisme portugais en Angola, au Mozambique, ou même les États clients des États-Unis au début des années 70, avant que le gouvernement Derg ne prenne le pouvoir avec le soutien de l'Union soviétique en Éthiopie, nous, à gauche, prenons position parce que nous pensons que le soutien de l'Union soviétique dans ces cas. Et je suis très précis, car par exemple, je ne pense pas que l'intervention de l'Union soviétique en Afghanistan était défensive. Et nous pouvons entrer dans les détails sur pourquoi je ne pense pas cela. Mais dans ces cas, nous lisons l'histoire comme défensive d'une part, et d'autre part, comme un pas progressiste. Comment les théoriciens réalistes répondraient-ils à ce genre de lecture? Sommes-nous complètement stupides? Avons-nous tort? Ou y a-t-il quelque chose que les théoriciens réalistes manquent? La question que vous devez vous poser pour commencer est: quel est le sujet dont nous parlons ici? Et vous aimez parler d'impérialisme et d'empires coloniaux. Et mon point de vue est que le réalisme n'a pas grand-chose à voir avec cela. Oui, c'est précisément ma question. Est-ce une faiblesse dans l'évaluation? Non, parce que les théories se concentrent sur des sujets spécifiques, n'est-ce pas? Vous pourriez avoir une théorie sur le fonctionnement du cerveau qui ne vous dit rien sur le fonctionnement de votre cœur, ou vous pourriez avoir une théorie globale qui parle du fonctionnement de l'ensemble du corps. Donc la question est: quelle est la portée de votre théorie? Et la portée de la théorie réaliste est la politique des grandes puissances. Et peu importe la nature du pouvoir, peu importe comment les éléments de cette périphérie réagissent. Non, c'était juste mon premier point. Mon deuxième point est que vous avez raison de dire que la théorie réaliste que je propose ne prête aucune attention à la politique intérieure. Vous avez raison. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'une théorie est une simplification de la réalité. Et ce que vous faites lorsque vous construisez une théorie, c'est dire « je crois que A et B » ou « juste A » ou « juste B » sont les facteurs les plus importants pour expliquer comment le monde fonctionne. Et vous laissez d'autres facteurs de côté. Ils sont en dehors de votre théorie. Ils ne sont pas dans votre théorie. Et bien sûr, c'est ce que je fais avec la politique intérieure, l'idéologie ou les dirigeants individuels. Ils n'ont pas d'importance. J'ai une théorie structurelle qui traite essentiellement les États comme des boîtes noires. Maintenant, nous savons tous que le monde réel est un monde dans lequel la politique intérieure compte parfois beaucoup. Et dans ces cas-là, la théorie sera prouvée fausse. Et aucune théorie n'est juste tout le temps. Mon intuition, et je veux souligner le mot intuition, est que si votre théorie est correcte, 75% du temps, vous êtes dans le panthéon, d'accord? Mais cela signifie que votre théorie est fausse, 25% du temps, d'accord? Donc supposons que ma théorie soit correcte 75% du temps. Laissez-moi me vanter de ma théorie. Elle est correcte à 75%. Vous avez le droit de vous vanter. Vous avez raison dans de nombreux cas. Cela signifie que j'ai tort 25% du temps. Cela signifie que dans 25% des cas que nous examinons, ma théorie sera prouvée fausse parce qu'un de ces facteurs que j'ai laissé de côté m'a rattrapé.
Et un exemple parfait de cela serait le lobby israélien. Steve Walt, qui est également un réaliste, et moi avons écrit ce livre, comme vous le savez bien, sur le lobby israélien et la politique étrangère des États-Unis. Et c'est un livre qui dit essentiellement que la politique intérieure détermine la politique des États-Unis envers Israël. Cela contredit notre théorie. That contradicts our theory. And in fact, what we're saying in the book is that American policy... Et en fait, ce que nous disons dans le livre, c'est que la politique américaine vis-à-vis d'Israël n'est pas dans l'intérêt stratégique de l'Amérique. Cela contredit le réalisme. Donc je ne conteste pas que ma théorie soit parfois erronée. Elle ne fournit parfois pas une explication précise de ce qui se passe dans le monde. C'est simplement la nature des théories. Maintenant, un dernier point. Je crois que la politique intérieure compte parfois, mais je ne crois pas qu'une théorie basée sur la politique intérieure ait autant de pouvoir explicatif qu'une théorie réaliste structurelle. C'est ma ligne d'argumentation de base. Je reviendrai là-dessus. Mais je voulais vous demander ici, comment pensez-vous à la question de la moralité? A-t-elle même sa place ici? Et je pense que la raison pour laquelle je pose cette question est que beaucoup de gens, y compris moi-même et beaucoup de mes camarades, trouvent votre travail sur la Russie, sur Israël, sur le Moyen-Orient très utile. Parfois, les gens ne lisent pas votre travail. Ils écoutent simplement vos vidéos YouTube, donc ils ne comprennent pas d'où vous venez. Bien sûr, je pense avoir une meilleure idée de cela, puisque j'ai lu votre livre. Idéalement, la moralité ne devrait pas avoir de place dans ce genre d'analyse réaliste. Néanmoins, je voulais quand même vous poser la question, parce que souvent, que pensez-vous des gens comme, ou peut-être que je vais juste vous demander de répondre. Puis je poserai des questions de suivi si j'en ai. Il n'y a pas de place pour la moralité dans ma théorie. Il est très important de comprendre cela. Ce n'est pas une théorie immorale, c'est une théorie amorale. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Mais chaque être humain, y compris un réaliste comme moi, a une boussole morale. Et quand je regarde le monde, il ne fait aucun doute que j'utilise ma théorie réaliste pour expliquer comment fonctionne la politique des grandes puissances. Il ne fait également aucun doute que j'utilise mon cadre moral pour réfléchir à la façon dont le monde fonctionne. Et parfois, mon cadre moral et mon cadre réaliste s'alignent parfaitement. Ils pointent dans la même direction. Parfois, mon cadre réaliste est largement hors de propos parce que nous ne parlons pas de la politique des grandes puissances. L'exemple que j'utilise toujours à cet égard est le génocide rwandais. J'étais en faveur d'intervenir au Rwanda pour mettre fin au génocide. Mais ça n'avait rien à voir avec la politique des grandes puissances. Personne n'était intéressé. Oui, c'était le moment unipolaire. Les États-Unis étaient incroyablement puissants. Donc, c'était mon cadre moral qui importait. Point final, n'est-ce pas? Mais ensuite, il y a des cas où ce qui est moralement correct et ce qui est stratégiquement correct du point de vue de la logique réaliste s'opposent. Et dans ces cas, en politique internationale, les États poursuivront ce qui est dans leur intérêt stratégique et mettront de côté les considérations morales. Mais encore une fois, il y aura de nombreux cas où la flèche, pour ainsi dire, pointe dans la même direction. Et le cas Israël-Palestine en est un parfait exemple. Ce n'est pas dans notre intérêt stratégique de soutenir un génocide à Gaza. C'est aussi, d'un point de vue moral, extrêmement bancal pour les États-Unis de soutenir un génocide à Gaza. Et quand vous dites, en tant qu'individu, que vous avez une boussole morale, disons que nous ne parlons pas de comportements individuels, mais disons que nous parlons de systèmes sociaux, de systèmes économiques. Est-ce largement basé sur des modèles idéalistes? Ou soutenez-vous vraiment les systèmes internes de certains pays par rapport à d'autres? Je pose cette question parce que,
Par exemple, quelqu'un comme Noam Chomsky penserait que l'Union soviétique n'avait pas un bon système. Il en était très critique. Il ne pense pas non plus que la Chine ait un bon système. Mais il soulignerait toujours que le problème n'était pas l'Union soviétique. Emphasize that the problem was not the Soviet Union. I mean, he recognized that, of course, in East. Je veux dire, il a reconnu que bien sûr en Europe de l'Est, ils étaient expansifs ou hégémoniques. Mais dans l'ensemble, quand il parlait du Vietnam, quand il parlait du Nicaragua, il disait que les chars soviétiques étaient là, non pas parce qu'ils étaient expansifs, mais parce que nous les y contraignions. Le genre d'analyse que vous auriez sur l'Ukraine, par exemple. En lisant son travail, j'ai trouvé qu'il avait une vision idéaliste, anarchiste, socialisme, syndicaliste, ou comme vous voudriez le définir. Avez-vous un tel système interne que vous approuveriez? Internal system that you would endorse. I was born and raised in a liberal democracy. Je suis né et j'ai grandi dans une démocratie libérale appelée les États-Unis d'Amérique. Je remercie ma bonne étoile d'être né aux États-Unis. Je suis un grand partisan de la démocratie libérale. Cependant, je ne crois pas que nous devrions parcourir le monde en essayant de transformer d'autres pays en démocratie libérale. Je crois que si d'autres pays veulent avoir un gouvernement semi-autoritaire, autoritaire doux, ou même autoritaire dur, c'est leur affaire. J'ai ce que j'appellerais une vision très libérale du type de régime. Je veux la démocratie libérale pour les États-Unis. Je suis citoyen américain, et en tant que citoyen américain, je peux avoir mon mot à dire sur le type de système politique que nous avons. Mais je ne crois pas que je devrais avoir mon mot à dire sur le système politique que la Russie a, par exemple. Si les Russes ont un système autoritaire, je l'appellerais un système autoritaire doux. Ainsi soit-il. C'est leur affaire. Et la dernière chose que je veux faire, c'est parcourir le monde en essayant de faire ressembler tout le monde aux États-Unis, car je pense que, en fin de compte, c'est essentiellement une politique étrangère illibérale, car elle ne tolère pas la différence. Et je pense en fait que les États-Unis, tout au long du moment unipolaire, lorsqu'ils essayaient de façonner le monde à leur image, lorsqu'ils essayaient de faire ressembler le monde aux États-Unis en répandant la démocratie avec des révolutions de couleur, et ainsi de suite, nous poursuivions une politique étrangère illibérale, bien que les partisans de cette politique la décrivaient comme libérale. Donc, j'ai une politique de non-intervention envers les autres pays et les systèmes politiques qu'ils choisissent, à une exception près. Et c'est que si je vois un génocide, comme dans un endroit comme le Rwanda ou même un endroit comme Gaza, je serai prêt à intervenir. Et je pense que là, vous savez, génocide, meurtre de masse, je serai en faveur d'intervenir. Mais en ce qui concerne le type de régime que ces pays ont, cela ne m'importe pas vraiment. C'est leur affaire. I think talking about liberal democracy, one of the things En parlant de démocratie libérale, l'une des choses que les camarades demanderaient dans les cercles de gauche, c'est ce que vous admirez aux États-Unis. Et je disais souvent le premier amendement, peut-être. Et nous vivons à un moment où le premier amendement est sérieusement menacé de nombreuses directions. Pensez-vous que dans l'histoire du premier amendement, les historiens regarderaient ce moment et diraient qu'il représentait une menace massive pour la longue histoire du premier amendement aux États-Unis? Je pense qu'il ne fait aucun doute que, non pas tant Israël, mais le lobby israélien, ici aux États-Unis, est devenu la principale menace pour la liberté d'expression aux États-Unis. Il est presque impossible de parler d'Israël de manière critique aux États-Unis et en Occident de manière plus générale. Pensez-vous que c'est un développement sans précédent? Je veux dire, Noam Chomsky disait que dans les années 60 et au début des années 70, il lui était difficile de donner une conférence sur la Palestine, car il avait besoin d'un garde du corps.
Mais beaucoup de choses semblent avoir changé dans le processus. Il y a eu la mobilisation contre le Vietnam et toutes sortes de choses. Pensez-vous que c'est quelque chose de très nouveau aux États-Unis, où l'on ne peut pas critiquer un gouvernement étranger? Ce n'est pas nouveau dans le cas d'Israël. It's not new in the case of Israel. There's no question about that. Il n'y a aucun doute à ce sujet. C'était déjà le cas il y a longtemps, certainement dans les années 60, et Chomsky en a certainement souffert à cause de ce tabou. Il n'y a aucun doute là-dessus. Cela s'est simplement aggravé. Et le problème est que le comportement d'Israël est devenu de plus en plus scandaleux au fil du temps. Et comme il est devenu plus scandaleux à l'ère d'Internet, où les gens sont conscients de ce qu'Israël fait, le lobby doit travailler de plus en plus dur. Le lobby doit travailler d'arrache-pied pour empêcher les gens de critiquer Israël. Ainsi, l'ampleur à laquelle le lobby va maintenant pour étouffer la liberté d'expression est sans précédent. Mais encore une fois, pour revenir à votre point sur Chomsky dans les années 60, cela a été présent depuis le début. Et Steve Walt et moi exposons cela chapitre et verset dans notre livre. Je pense que je veux vous poser quelques questions sur les nouveaux développements dans la relation entre les États-Unis et la Russie. Il fut un temps où beaucoup de gens, y compris des personnes comme Jeffrey Sachs, pensaient que Trump voulait sérieusement la paix avec la Russie. Donc, ma première question est, pensez-vous que Trump veut sérieusement la paix avec la Russie? Si oui, pourquoi? Parce que beaucoup de gens disent que c'est pour détacher la Russie de la Chine et peut-être même de l'Iran. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il ne fait aucun doute que Trump veut la paix avec la Russie. Il veut mettre fin à la guerre en Ukraine. Qu'il puisse le faire est une autre question. Nous pouvons en parler. Votre question est pourquoi? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, il comprend que nous avons perdu. Il est temps de limiter nos pertes. De plus, il comprend que du point de vue de l'Ukraine, il serait judicieux de mettre fin à cette guerre plutôt que de la continuer. Car si nous continuons la guerre, plus d'Ukrainiens mourront et ils perdront plus de territoire. Troisièmement, je pense qu'il croit à juste titre que la Russie n'est pas une menace sérieuse pour les États-Unis. En effet, ce n'est pas une menace sérieuse pour l'Europe. Et quatrièmement, je pense qu'il croit qu'il y a toutes sortes d'avantages à travailler avec Poutine, que vous avez décrits. Comme si vous êtes intéressé par la fermeture du programme nucléaire iranien ou par l'obtention d'un accord quelconque avec les Iraniens. Il serait utile d'avoir des relations coopératives ou bonnes avec les Russes afin qu'ils puissent aider dans cette entreprise. En ce qui concerne la gestion de la Chine, bien que ce ne soit probablement pas possible à ce stade, étant donné la mauvaise relation entre nous et les Russes, qui existe depuis si longtemps maintenant, il serait bon d'essayer d'avoir de meilleures relations avec les Russes et de les éloigner au moins quelque peu de la Chine. Peut-être pas pour que les Russes s'allient aux États-Unis ou soient liés aux États-Unis, mais au moins pour que les Russes restent neutres, qu'ils restent indécis. Essayez de faire cela. Et je pense que c'est l'un de ses objectifs. Je pense que ce sera extrêmement difficile à réaliser. Mais je pense que ces raisons expliquent ce qui se passe ici. Et je pense que ce sont toutes de bonnes raisons. Je pense que les instincts de Trump sur la guerre en Ukraine et sur les relations américano-russes et sur la manière dont nous devrions traiter avec Poutine sont fondamentalement corrects. Je pense que ces instincts sur beaucoup d'autres questions sont terribles. Mais sur celle-ci, je pense qu'il a raison. Je pense que la question à $1 million est alors, pourquoi est-il si impuissant et incapable d'avancer? Je me souviens d'il y a environ 2 semaines, lorsque nous avons discuté pour la dernière fois, et j'ai demandé à ce moment-là, professeur Mearsheimer,
pensez-vous que le cessez-le-feu du 20 avril peut fonctionner? Parce qu'il semble que cela ne fonctionne pas. Et votre réponse a été, y a-t-il jamais eu un cessez-le-feu? Pourriez-vous expliquer ce que vous vouliez dire et pourquoi cela ne fonctionne pas? Alors, Well, let me just talk about Eh bien, why permettez-moi d'expliquer pourquoi il n'a pas réussi à se rapprocher d'un accord, puis de parler du cessez-le-feu. Le problème auquel Trump est confronté est que les exigences russes sont difficiles à accepter. Les Russes insistent sur le fait que l'Ukraine ne peut pas être dans l'OTAN. Et en effet, il ne peut y avoir aucune garantie de sécurité entre l'Occident, en particulier les États-Unis, et l'Ukraine, car cela équivaut à une adhésion de facto à l'OTAN. C'est donc la première exigence russe. La deuxième exigence russe est que l'Ukraine doit renoncer à au moins les 4 oblasts que la Russie a annexés et à la Crimée que la Russie a annexée. and Crimea, which Russia has annexed. And then the third demand is that these are the major demands. Et puis, la troisième exigence est que l'Ukraine doit se démilitariser au point de ne plus avoir de capacité militaire offensive pour menacer militairement la Russie. En gros, elle ne doit pas être une menace militaire offensive pour la Russie. Cela impliquerait donc de désarmer substantiellement, pas complètement, mais substantiellement, l'Ukraine. Ce sont les 3 exigences et Trump doit les accepter, ce qu'il n'a pas été capable de faire. pas même le premier, car Pete Hicks avait dit qu'il n'y a aucun doute que l'Ukraine ne devrait pas être dans l'OTAN. Donc, Trump ne l'accepte pas. Il semble avoir accepté cela. Il semble même avoir accepté celui concernant le territoire, n'est-ce pas? Mais il doit explicitement accepter les 3. Il doit dire que ces exigences sont des exigences qu'il accepte. Il pourrait le faire, mais il ne l'a pas encore fait. Il l'a laissé entendre. Donc tant qu'il ne le fait pas, vous n'avez pas d'accord de paix globale, ce que les Russes veulent vraiment. Et je crois que Trump le veut aussi. Mais vous ne devez pas non plus sous-estimer à quel point les Européens, les Ukrainiens eux-mêmes, et une grande partie de l'élite occidentale s'opposent fermement à ce que Trump négocie même avec les Russes, et encore moins accepte les exigences russes. Il a donc du pain sur la planche. Et ce n'est pas exactement un Machiavel, n'est-ce pas? Il faut un Machiavel ici pour que cela fonctionne. Quelqu'un de vraiment habile, vraiment sophistiqué, comme Lyndon Johnson à son apogée. Et ce n'est pas Donald Trump. Il est l'anti-Machiavel. Donc c'est l'accord de paix général, vous demandez à propos du cessez-le-feu. Eh bien, ils ont eu ces négociations, n'est-ce pas, pour obtenir un cessez-le-feu. Ce que les Américains et les Ukrainiens voulaient, c'était un cessez-le-feu global. Ils voulaient arrêter temporairement la guerre, un cessez-le-feu global ou complet. Les Russes ont clairement indiqué qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu global tant que nous n'aurons pas atteint un accord. Jusqu'à ce que nous parvenions à un accord où vous acceptez nos 3 principales exigences. Pourquoi? Parce que l'armée russe est en mouvement. Il gagne. Il serait fou d'accepter un cessez-le-feu. Permettre aux Ukrainiens de reconstituer leurs forces, de se réarmer, n'a aucun sens. Donc pas de cessez-le-feu global. Les Russes et les Américains, travaillant aux côtés des Ukrainiens, ont élaboré ce qui ressemblait à 2 accords de cessez-le-feu. L'un concernant la mer Noire et l'autre concernant les attaques sur les infrastructures énergétiques dans les 2 pays. Celui concernant la mer Noire n'a jamais été formalisé, donc il n'y a tout simplement pas d'accord là-bas. Pas de cessez-le-feu là-bas, nous pouvons entrer dans les détails si vous le souhaitez, et en ce qui concerne le cessez-le-feu impliquant les infrastructures énergétiques, les Ukrainiens l'ont violé quotidiennement. Donc c'est un cessez-le-feu sans signification. C'était de toute façon un cessez-le-feu de 30 jours seulement. Vous aviez donc ces 2 petits accords de cessez-le-feu, dont l'un ne s'est jamais matérialisé, et le second qui en fait n'a jamais abouti.
Donc, vous n'avez pas de cessez-le-feu. Et vous n'obtiendrez pas de cessez-le-feu parce que le cessez-le-feu dont vous avez vraiment besoin est un cessez-le-feu global. Et vous ne l'obtiendrez pas tant que vous n'aurez pas un accord général pour un accord de paix. Lors de l'annonce concernant les tarifs, je n'ai pas vu la Russie être mentionnée. Et corrigez-moi si je me trompe. L'une des conditions de l'un de ces cessez-le-feu partiels, je suppose que c'était sur la mer Noire, était que la Russie disait que l'une des conditions devrait être leur accès aux marchés internationaux, notamment pour les engrais et la nourriture, ce qui signifierait également la levée des sanctions sur leurs banques agricoles via le système SWIFT. Pensez-vous que Trump pourrait être prêt à lever toutes ces sanctions? Trump, ce sont les Européens qui ne feraient pas ça. Vous avez raison. Les Russes ont dit, en ce qui concerne le cessez-le-feu en mer Noire, qu'il était nécessaire que la principale banque russe puisse s'engager dans des échanges économiques, ce qui signifiait lever les sanctions et avoir accès au système SWIFT également. Et les Européens ont dit non, vous ne pouvez pas faire ça. Donc, les Européens et Trump étaient en désaccord et les Européens ont gagné. Alors, serait-il juste de dire que l'Europe est désormais l'un des plus grands obstacles aux pourparlers de normalisation? Oui, pour être un peu plus précis, je dirais que le plus grand obstacle est les Ukrainiens eux-mêmes. Et juste derrière eux, en deuxième position, se trouvent les Européens, avec quelques exceptions comme Viktor Orban en Hongrie. Votre point de vue de base est bien sûr correct. Ma dernière question sur l'Ukraine. Professeur Mearsheimer, je suppose que vous en avez parlé, mais je pense que c'est important. Et si vous pouvez prendre une gorgée d'eau pendant que je parle. Vous aviez mentionné la révolution de couleur plus tôt dans cette conversation. Pouvez-vous parler un peu de la façon dont vous voyez l'impact de, ou disons comment vous définiriez le nationalisme ukrainien occidental? Et a-t-il une légitimité stratégique, morale ou politique dans le cadre plus large des choses que nous discutons? Il ne fait aucun doute que le nationalisme ukrainien est une force remarquablement puissante. Et je pense que l'une des principales raisons pour lesquelles les Ukrainiens ont continué à se battre contre la machine de guerre russe, malgré des pertes énormes, est le nationalisme. Leur engagement envers le pays, la patrie, leur engagement à se battre est vraiment impressionnant. Je suppose que je ne l'ai pas bien formulé. Je pensais au changement dans la nature du nationalisme ukrainien depuis 2004, puis à nouveau en 2010, et bien sûr, de manière très massive depuis 2014, ce genre de glissement vers l'extrême droite. Je veux dire, bien sûr, il y avait un nationalisme ukrainien qui n'était pas nécessairement aussi hostile. Je veux dire, il y avait une partie de celui-ci qui était, bien sûr, remarquablement hostile à la Russie d'Edinburgh. Mais le nationalisme a été présent depuis le début. Si vous remontez à 1991, le nationalisme était déjà là. Ce dont vous parlez, c'est de l'endroit où se trouve le centre de gravité politique. C'est une question quelque peu différente. On pourrait soutenir qu'à mesure que l'Ukraine a évolué vers la droite, ce nationalisme est devenu plus virulent, et c'est une forme de nationalisme plus virulente. Vous pouvez avancer cet argument. Mais il n'augmente que l'Ukraine vers la droite. Et cela génère beaucoup de contradictions à l'Est. Et c'est quelque chose que je pensais important à cet égard.
Parce qu'à mesure que le nationalisme ukrainien s'est déplacé vers la droite, les contradictions en Europe de l'Est se sont intensifiées. Et les Russes ont peut-être de plus grandes incitations à intervenir. Bigger incentives to intervene. Yeah, I mean, it really breaks out. This problem breaks out Oui. into the open. Je veux dire, cela éclate vraiment. Ce problème éclate au grand jour, couvant sous la surface, c'est sûr, mais éclate au grand jour en 2014. En février 2014, vous avez la révolution de Maïdan et Viktor Yanukovych, qui est le dirigeant de l'Ukraine, est effectivement renversé. Il est pro-russe et finit par se rendre en Russie. Ensuite, la direction qui prend le relais institue une série de lois concernant la langue que les gens de l'Est de l'Ukraine peuvent utiliser. Bien sûr, dans l'Est de l'Ukraine, vous avez beaucoup de Russes ethniques et de locuteurs russes. Donc peu de temps après la crise de février 2014, un conflit commence à l'Est, un conflit armé. Vous avez effectivement une guerre civile à l'Est. Cela implique des Russes ethniques et de nombreux locuteurs russes d'un côté, et de l'autre côté, vous avez essentiellement des Ukrainiens ethniques. Et c'est un conflit en cours. Je pense qu'il serait important pour moi de vous interroger sur l'Iran, étant donné que la situation semble très tendue. Je pense que ma question spécifique ici serait comment comprenez-vous les discussions autour de la politique nucléaire iranienne? Parce que certaines personnes pensent que c'est juste une question d'armes, et ensuite elles suivent un ensemble d'arguments et de lignes. Et je suppose que certaines personnes parlent non seulement des armes, mais aussi de l'enrichissement et de ce qu'elles appelleraient vaguement cette capacité nucléaire. Je suis très curieux de savoir comment vous percevez ce que signifient ces discussions autour de la politique nucléaire iranienne. Oui. Il y a beaucoup de discussions sur la question de savoir si l'Iran possède ou non une arme nucléaire. Et ce n'est vraiment pas le problème. C'est réglé, je suppose qu'ils en ont pas. Ils n'ont pas d'armes nucléaires. Mais ce qu'ils ont, c'est la capacité de construire facilement une arme nucléaire. Et pour être plus précis, ils ont la capacité d'enrichir l'uranium pour obtenir du matériel fissile de qualité militaire, et ils ont la capacité de retraiter le plutonium. Et ces deux capacités signifient que l'Iran, s'il le souhaite, peut développer la bombe, n'est-ce pas? Maintenant, le JCPOA, qui était l'accord nucléaire entre l'Iran d'un côté et les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Russie et la Chine de l'autre côté, tous les membres du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne d'un côté et l'Iran de l'autre, ont conclu un accord, le JCPOA, en 2015 pendant les années Obama. Il ne fait aucun doute que l'accord empêche l'Iran de développer une arme nucléaire. Mais ce qu'il ne fait pas, c'est retirer à l'Iran sa capacité d'enrichissement et de retraitement. La raison pour laquelle les Israéliens détestent le JCPOA et ont poussé Trump à s'en retirer, ce qu'il a fait à l'été 2018, rappelez-vous, le JCPOA a été conclu en 2015 et Trump s'en est retiré en 2018, c'est principalement parce qu'il croit, ou probablement parce que les Israéliens l'ont convaincu, que c'est un accord terrible parce qu'il permet à l'Iran de conserver sa capacité d'enrichissement et de retraitement. C'est donc vraiment le problème. Donc, l'Iran aujourd'hui ne fabrique pas de bombes. Du moins, personne n'a de preuve qu'il en fabrique une, y compris les services de renseignement américains, et je suis sûr que les services de renseignement israéliens non plus. Mais le problème, c'est que ce qui effraie les Américains et les Israéliens, c'est qu'ils enrichissent l'uranium jusqu'à 60% maintenant. Et passer de 60% à 90% est un petit saut facile à exécuter. Une fois que vous êtes à 90%, vous produisez du matériel fissile de qualité militaire. Cela effraie donc les Israéliens et cela effraie les Américains. Nous voulons que les Iraniens renoncent à cette capacité. Les Iraniens nous ont dit que c'est la plus rouge des lignes rouges et qu'ils n'y renonceront pas.
Je suppose que j'aimerais savoir que signifie renoncer à cette capacité. Je suppose que cela ne signifie pas ne pas avoir d'uranium car ils sont censés avoir une technologie nucléaire civile. D'après ce que j'ai compris, je suis allé dans une école d'ingénieurs et on nous a dit à ce moment-là, eh bien, les technologies de pointe sont ceci, cela et cela. On nous a beaucoup parlé de codage, beaucoup de développement de technologie, de livraison de missiles dans l'espace, et ainsi de suite. L'une des choses que notre professeur a dites, c'est que la technologie nucléaire n'est pas vraiment une technologie de pointe à ce stade. Alors, que signifie retirer la capacité nucléaire? Si vous pouviez expliquer cela. Eh bien, l'idée est de leur retirer la capacité d'enrichir de l'uranium. Si vous avez un réacteur nucléaire standard et qu'il y a des garanties sur ce réacteur, vous ne pouvez pas construire une arme nucléaire parce que vous ne pouvez pas obtenir et l'enrichir à un niveau très élevé, oui, ou le retraiter si c'est du plutonium, n'est-ce pas? C'est exact, c'est tout à fait exact. Donc avoir un programme nucléaire en soi n'a pas d'importance. Les Émirats arabes unis ont un programme nucléaire important et les États-Unis n'ont aucun problème avec cela parce que nous avons un accord avec les EAU selon lequel ils n'ont pas accès à la technologie qui leur permettrait de produire du matériel fissile. Et ce que nous voulons faire, c'est créer une situation, certainement les Israéliens le veulent, où l'Iran ne peut pas produire le matériel fissile nécessaire pour produire une bombe. Cela implique la capacité d'enrichissement et la capacité de retraitement. Donc vous savez, demain, samedi à Oman, les Iraniens et les Américains vont se réunir et essayer de conclure un accord. Et je ne vois pas quel accord viable pourrait être conclu, car les Américains et les Israéliens insisteront pour que l'Iran renonce à sa capacité d'enrichir et de retraiter, et les Iraniens n'accepteront pas cela. Alors quel genre d'accord Trump va-t-il obtenir? Je ne sais pas. Peut-être que quelque chose m'échappe ici. Mais il me semblerait que s'ils parviennent à un accord, il ressemblerait probablement au JCPOA, dont Trump s'est retiré en 2018, parce que, encore une fois, il permettait à l'Iran d'enrichir et de retraiter. Pensez-vous que le type de langage extrême que Trump utilise ici, nous vous bombarderons, et ainsi de suite, est une sorte de tactique de pression qu'il avait déjà utilisée dans le cas de la Corée du Nord? Il y a eu quelques développements positifs. Cela n'a mené nulle part. Mais j'ai interviewé le professeur Bruce Cummings, et à l'époque, il disait qu'il pouvait voir une lueur d'espoir. Pensez-vous que c'est une tactique de pression, ou pensez-vous qu'il croit réellement ce que les Israéliens croient, à savoir qu'il devrait y avoir un changement de régime, comme ce qui s'est passé en Syrie? Le changement de régime est une question différente. Je crois en fait que l'objectif ultime d'Israël n'est pas simplement d'éliminer la menace nucléaire en Iran. C'est de transformer l'Iran en un pays semblable à la Syrie. C'est de briser l'Iran. Trump veut conclure un accord. La dernière chose que Trump souhaite, c'est une guerre avec l'Iran. Je ne pense pas que Trump voulait une guerre avec l'Iran il y a un mois, mais après toute la tourmente dans l'économie mondiale, la dernière chose dont il a besoin est une guerre avec l'Iran, car personne ne sait à quoi ressembleront les schémas d'escalade dans cette guerre. Et cela pourrait être catastrophique si les Iraniens commencent à bombarder des installations pétrolières à travers le Moyen-Orient et ferment le flux de pétrole hors du Golfe Persique, et ainsi de suite. Les Iraniens ont la capacité de causer d'énormes dommages à l'économie mondiale. Et étant donné tous les dommages que les terroristes causent, je pense que ce n'est pas le moment de prendre un risque en attaquant l'Iran. Donc, je pense que, vous savez, Trump est entre le marteau et l'enclume. Il est difficile de voir, comme je l'ai dit, quel est l'accord qu'il va pouvoir conclure avec les Iraniens d'une part.
Et il est également très difficile de voir, vous savez, comment il peut résoudre ce problème en bombardant l'Iran. How he can solve this problem by bombing Iran. Does the US Les États-Unis contrôlent-ils leur propre politique au Moyen-Orient ou est-elle complètement entre les mains de ceux de Tel Aviv? Je pose cette question parce que si c'est le dernier cas, alors nous pourrions éventuellement assister à une escalade massive. Mais si c'est le premier cas, alors probablement pas. C'est mon interprétation. Je me demande quelle est votre réponse. I think when it comes Je pense que lorsqu'il s'agit des Palestiniens, il n'y a aucun contrôle. Il y a un contrôle total par Israël. of Israel? Oui, exactement. we agree. Yeah, we Nous sommes d'accord. Qu'en est-il de l'Iran? it's a more mixed picture. Je pense que c'est un tableau plus mitigé. Et je pense que c'est vrai en ce qui concerne l'Arabie Saoudite, par exemple. Dans le passé, il y a eu des accords d'armement où nous avons pu contourner ce que voulaient les Israéliens. Je pense que le lobby est plus puissant aujourd'hui qu'il ne l'était. Par exemple, lorsque Steve Walt et moi avons écrit l'article en 2006, puis le livre en 2007. Je pense qu'il est plus puissant. Mais je pense qu'il n'y a pas... 2006 and then the book in 2007. I think it's more powerful. But I think there are, some limits. Tu sais, certaines limites concernant l'Iran. Je pense que si Trump estime qu'une guerre avec l'Iran n'a aucun sens, même si les Israéliens exercent une pression énorme sur lui, il pourrait être capable de résister. Peut-être pas. Il ne faut pas sous-estimer la puissance du lobby. Underestimate how powerful the lobby is. In the event of a war, En cas de guerre, j'espère qu'il n'y en aura pas. Y a-t-il un moyen de deviner quelle serait l'attitude des Russes et des Chinois? guess what the attitude of the Russians and the Chinese would be? Well, a lot of people ask the question, will the Russians and the Chinese Eh bien, come beaucoup de gens se demandent si les Russes et les Chinois viendront en aide à l'Iran militairement. I think the answer Et je pense que la réponse est non, du moins en termes d'implication directe. yes, exactly. Les Chinois ne viendraient probablement pas. One of those two countries Oui, will come. exactement. We're come- Si l'un de ces deux pays devait venir en aide à l'Iran militairement, en termes d'implication directe, clearly be the Russians. ce seraient clairement les Russes. They're up to their eyeballs. Mais les Russes sont déjà très occupés en Ukraine. La dernière chose qu'ils veulent faire est de s'impliquer dans une guerre concernant l'Iran. Donc je pense que ce qui se passerait, c'est que diplomatiquement, économiquement et militairement, la Chine et la Russie feraient de grands efforts pour aider l'Iran. Je pense que militairement, les Russes leur fourniraient toutes sortes d'équipements qui les aideraient à faire face à Israël et aux États-Unis. Je pense qu'ils le font déjà d'ailleurs. Je pense qu'ils donnent aux Iraniens des missiles Trump et ainsi de suite. Oui, oui. Iranians. Trump missiles and so on. Yeah, and L'OS 400. 400. yeah. Oui, oui, oui. Je ne suis pas sûr exactement quel système ils leur fournissent, mais ils fournissent des systèmes de défense aérienne, des systèmes de communication et aident les Iraniens à se préparer à une éventuelle attaque. Get ready for a possible attack. I'm coming to an end. I wanted to Je suis sur le point de terminer. about Je voulais vous poser une question sur le reste du Sud global. now that Maintenant que l'image est très claire, que les États-Unis et la Chine vont avoir une relation très difficile pendant un certain temps, il y a un impact mondial de cela, étant donné la taille de ces deux économies. Je veux dire, sur une économie mondiale de 120 milliards de dollars, ces deux économies partagent environ 50 000 milliards de dollars. Même si vous revenez sur les 185 tarifs, il y a beaucoup de choses là-dedans. Vous le voyez dans la réaction des marchés, tant les marchés boursiers que les marchés obligataires. Ma question pour vous est quelque chose dont vous n'avez pas souvent écrit, parce que vous vous concentrez tellement sur la politique des grandes puissances. Because you focus so much on great power politics, but we coming from the global south and we Mais, increasingly see nous venant du Sud global, voyons de plus en plus que la Chine est également qualitativement différente de beaucoup de ceux du Sud global économiquement, en particulier, sinon politiquement.
Nous venons d'une tradition du mouvement des non-alignés, et il y a une riche tradition en Inde, ainsi que dans de grandes parties de l'Afrique et l'Afrique en ISU, Nord et Mediterranée, selon laquelle une bonne façon de naviguer dans la politique inévitable des grandes puissances est de rester équidistant. Ma question est, pensez-vous que c'est possible aujourd'hui? Et si vous deviez recommander une politique pour les pays du Sud global, seriez-vous d'accord avec cela en général? Bien sûr, il y a des cas très spécifiques où les gens ont besoin de s'allier. Oui, je pense que cela dépend du pays, c'est sûr. Mais je pense que de manière générale, si vous êtes un autre pays dans le système et que vous devez traiter avec les Chinois et les Russes, vous voulez faire tout ce que vous pouvez pour ne pas vous rapprocher trop de l'un ou de l'autre. On dit qu'Henry Kissinger a un jour remarqué qu'il n'y a qu'une seule chose pire que d'être l'adversaire de l'Amérique, c'est d'être son allié. Et je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans. Si vous regardez les Européens aujourd'hui, je pense que vous voyez, ils découvrent que faire confiance aux États-Unis n'a pas très bien fonctionné. Ou les Ukrainiens. Oui, ou les Ukrainiens, c'est vrai. Donc je pense, vous savez, je suis un réaliste et les réalistes croient que c'est un monde d'auto-assistance. Les pays devraient prendre soin d'eux-mêmes. Ou prendre soin de soi autant que possible. Parfois, vous avez besoin d'un bienfaiteur ou d'une alliance. Même les États-Unis avaient besoin de l'OTAN pendant la guerre froide et de diverses autres alliances à travers le monde. Mais vous voulez faire tout ce que vous pouvez pour vous assurer qu'en tant que pays individuel, vous êtes aussi puissant que possible. Parce que c'est un monde brutal là-dehors. C'est ma vision de base sur cette question. Oui, je suppose que j'ai posé cette question parce que j'avais principalement en tête l'Asie du Sud, l'Afrique et l'Amérique latine. Et je pense que je suis d'accord avec vous que bien que la situation pour la Corée du Sud ou le Japon soit plus compliquée, je crois sincèrement que la situation en Asie du Sud et même en Afrique et en Amérique latine est relativement plus facile. Et je pense que l'esprit de non-alignement est plus important que jamais pour ces régions, compte tenu de ce que nous voyons se dérouler actuellement. Parce que je pense qu'il serait erroné de voir cela simplement comme des guerres tarifaires maintenant, étant donné l'ampleur à laquelle cela a escaladé entre les États-Unis et la Chine. Mais un bon exemple qui, je pense, illustre le point que vous soulevez est en fait l'Inde. L'Inde, comme vous le savez, a une riche histoire de bonnes relations avec la Russie. Et lorsque la guerre a éclaté en Ukraine, les États-Unis ont fait de grands efforts pour exercer des pressions sur l'Inde. Parce qu'ils achetaient beaucoup de pétrole russe, tout comme les Chinois. Oui, oui. Mais ce que les États-Unis voulaient, c'était que l'Inde devienne un adversaire de la Russie et se range du côté de l'Ukraine. Et les Indiens ont compris, bien sûr, que ce serait remarquablement insensé, n'est-ce pas? En partie parce qu'ils obtiendraient tout ce pétrole à un prix avantageux, comme vous l'avez décrit, mais aussi parce que, historiquement, les Russes ont été des alliés importants, et c'est très important pour l'Inde, n'est-ce pas? Donc, l'Inde ne se rapprochait pas trop des États-Unis. Elle gardait les États-Unis à distance, ce qui est très intelligent dans le contexte de la guerre Ukraine-Russie. Cependant, les Indiens doivent s'inquiéter des Chinois. Et vous et moi, nous sommes concentrés sur le différend frontalier auparavant, mais vous devez comprendre que ce n'est pas le seul point de tension potentiel. Océan Indien. Océan Indien, exactement, n'est-ce pas? Les Chinois construisent une marine hauturière. Mais c'est là que je pense que mon point est expliqué. Alors que les frontières sont plus internes aux Chinois et aux Indiens, l'océan Indien fait partie d'un contexte géopolitique plus large. Il n'y a aucun doute là-dessus.
Mais le point est que les Indiens ont un intérêt à entretenir de bonnes relations avec les États-Unis pour diverses raisons, dont l'une est l'océan Indien. Ils ont également besoin d'aide de la part des États-Unis. Les États-Unis ne peuvent pas offrir trop d'aide, mais un certain soutien concernant le différend frontalier dans l'Himalaya entre la Chine et l'Inde. Ainsi, l'Inde a un intérêt à ne pas se rapprocher trop des Américains en ce qui concerne le conflit Russie-Ukraine. Mais en ce qui concerne la Chine, elle a un intérêt à se rapprocher. Mais encore une fois, pas trop près car ils forment ensemble les BRICS, n'est-ce pas? Et les Chinois veulent avoir de bonnes relations avec, les Indiens veulent avoir de bonnes relations avec les Chinois dans le contexte des BRICS. Ils veulent avoir de bonnes relations avec les Russes dans le contexte des BRICS. Donc vous pouvez voir que les Indiens marchent sur une ligne fine ici, n'est-ce pas? C'est une situation très délicate pour eux. Et je pense que c'est vrai pour beaucoup de pays dans le monde. Si vous êtes l'Indonésie, par exemple, l'Indonésie a la 4e plus grande population au monde. Si elle peut faire progresser régulièrement son PNB par habitant, elle deviendra un pays très riche. Ce qu'elle veut faire, c'est imiter ce que la Chine a fait. D'accord, mais pour cela, l'Indonésie doit avoir de très bonnes relations économiques avec la Chine. C'est vraiment important. Mais d'un point de vue stratégique ou militaire, nous parlons de l'Indonésie, qui se trouve en mer de Chine méridionale, une zone que la Chine veut transformer en un immense lac chinois. Donc le potentiel de conflit est toujours présent. L'Indonésie doit réfléchir à la manière dont elle va gérer ses problèmes géopolitiques avec la Chine. Et là, l'incitation est de se rapprocher des États-Unis. Mais ce n'est pas dans son intérêt économique. Quoi qu'il en soit, tout cela pour dire que les Indonésiens, les Indiens et les Sud-Coréens sont un autre exemple. Nous pourrions continuer encore et encore. Le Vietnam exactement. Ces pays se trouvent tous dans une situation délicate. Et comme vous l'avez souligné très justement, tout cela sera exacerbé par la guerre commerciale qui a lieu actuellement. Ma dernière question. Je promets que c'était ma dernière question. Qu'en est-il des alliés traditionnels? Les Canadiens, les Japonais, les Européens. Parce qu'il y a eu un moment où les gens disaient que les États-Unis nous avaient trahis, surtout en Europe et au Canada, pas autant au Japon, car le Japon semble avoir les mains beaucoup plus liées. Mais maintenant, il semble que les États-Unis soient prêts à faire quelques concessions, au moins en ce qui concerne les tarifs. Je ne sais pas pour l'OTAN, mais il me semble que si les Européens cèdent et contribuent davantage au budget de l'OTAN, les États-Unis pourraient être disposés à poursuivre leurs relations traditionnelles. Donc ma question finale pour vous est, y a-t-il une infraction qui émerge au sein de l'Occident, ou l'Occident traditionnel, dirigé par les États-Unis, continue-t-il? Comment voyez-vous cela? Je crois qu'il y a une fracture majeure qui se produit actuellement dans les relations entre les États-Unis et les Européens. Je crois que depuis que les États-Unis ont obtenu leur indépendance en 1783, ou depuis qu'ils ont déclaré leur indépendance en 1776, jusqu'à environ 2017, l'Europe était la région la plus importante du monde pour les États-Unis. L'Asie de l'Est était d'importance secondaire, loin d'être aussi importante que l'Europe. Et c'est parce que les États les plus puissants de la planète se trouvaient en Europe, pas en Asie de l'Est. Le Japon impérial, n'était pas aussi puissant que l'Allemagne nazie. Et c'est pourquoi les relations transatlantiques ont toujours été d'une importance primordiale pour les États-Unis. Mais ce monde a disparu. Il n'y a aucun pays en Europe qui menace de dominer tout le continent. Il n'y a pas d'Allemagne nazie, pas d'Union soviétique, pas d'Allemagne impériale, pas de France napoléonienne. Il n'y a pas de menace en Europe d'une réelle conséquence. Contrairement à la situation en Europe, en Asie de l'Est,
vous avez la Chine. La Chine est un concurrent de pair. C'est un pays remarquablement redoutable. Les États-Unis n'ont jamais vu un concurrent comme la Chine, n'est-ce pas? Donc ce que les États-Unis ont fait pour la première fois de leur histoire, c'est de faire de l'Asie de l'Est la région la plus importante du monde. It's made East Asia the most important area of the world. And that's why we talk about pivoting to Asia. Et c'est pourquoi nous parlons de se tourner vers l'Asie. Implicite dans ce commentaire est que nous nous détournons de l'Europe. C'est l'une des raisons pour lesquelles Trump veut mettre fin à la guerre en Ukraine et souhaite améliorer les relations avec la Russie. Son secrétaire à la Défense, Patrick Shanahan, a clairement exprimé ce point, n'est-ce pas? Donc, ce que nous avons ici, c'est un changement fondamental dans les priorités stratégiques américaines. L'accent est maintenant mis sur la Chine. Et je crois que la compétition entre les États-Unis et la Chine sera la caractéristique déterminante de la politique internationale pour le reste de ce siècle. Et c'est pourquoi les Philippines deviennent si importantes pour les États-Unis. Bien sûr. Et même l'Inde, n'est-ce pas? Bien sûr, n'est-ce pas? Le Quad, n'est-ce pas? AUKUS, toutes ces institutions qui sont maintenant mises en place sont conçues du point de vue américain pour faire face à cette Chine remarquablement puissante et impressionnante. Maintenant, juste un mot rapide sur les alliés et comment l'Amérique traite ses alliés. En mettant de côté le fait que Trump traite mal tous les alliés, il traite mieux nos alliés d'Asie de l'Est que nos alliés européens. Et la raison est le changement. Le changement. Nous avons besoin de nos alliés d'Asie de l'Est. D'accord. Nous n'avons pas besoin de nos alliés européens comme nous en avions besoin autrefois. Vous pouvez argumenter que nous avons besoin des Européens pour certaines raisons, mais pas autant que nous avons besoin de nos alliés d'Asie de l'Est. Surtout si vous n'êtes pas aussi concentré sur la Russie que Biden le serait. Absolument. Et ce que Trump veut faire, c'est que les Européens s'occupent de l'Ukraine. Il veut que les Européens s'occupent de la Russie, parce que Trump veut se retirer de l'Europe, en grande partie, et se concentrer sur l'Asie. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Mais il est très important de comprendre quel changement profond est en train de se produire dans la politique étrangère américaine. Et je pense que beaucoup d'élites et de nombreuses personnes du public aux États-Unis ont du mal à saisir cela parce que nous avons été élevés au fil des décennies à croire que l'Europe est la région la plus importante du monde pour les États-Unis en dehors de l'hémisphère occidental. Et c'était vrai, comme je l'ai dit, jusqu'à environ 2017. Mais ce monde a disparu et l'Asie de l'Est est aujourd'hui bien plus importante pour nous que l'Europe. En termes de nationalisme chinois, il y a cette idée, du moins je fais plus d'économie et d'histoire économique, donc c'est beaucoup plus fort là-bas, que le nationalisme chinois depuis très longtemps, au moins depuis les années 80, depuis la fin de la révolution culturelle, a une composante économique très significative. Par cela, nous entendons que le développement est un objectif très très important. Et je pourrais passer en revue toutes les années 90 et 2000, mais je ne pense pas que je devrais le faire maintenant. Plus que l'idéologie, plus que tout le reste, le développement a été le centre d'attention, car cela a maintenu la légitimité du parti en place. Et il y a encore beaucoup à faire, parce que, pour une chose, si ce n'est rien d'autre, le développement n'a pas été uniforme en Chine. La différence entre les provinces occidentales et la côte Est est d'environ 2 à 3 fois en termes de PIB par habitant. Il y a aussi des problèmes plus importants avec l'économie chinoise qui émergent. Et donc certains soutiennent, ceux d'entre nous qui regardent au moins la Chine de l'intérieur et se concentrent sur l'économie, qu'il y a un sens de l'économisme au sein du nationalisme chinois qui l'éloigne du type de nationalisme américain ou européen qui apparaît indirectement dans les études de cas que vous avez réalisées.
Trouvez-vous une quelconque substance à cet égard dans cette ligne d'argumentation? Substance in that regard, in this line of argument. I think nationalism is a generic concept. Je pense que le nationalisme est un concept générique qui s'applique de la même manière à la Chine, aux États-Unis, à la Russie, à l'Allemagne et au Vietnam. Je veux dire, il y a quelques différences mineures en marge, mais le concept générique s'applique dans tous ces cas. Et la Chine, bien sûr, est un pays remarquablement nationaliste. Mais permettez-moi de dire encore quelques mots à ce sujet. Vous soulignez, je pense à juste titre, que les élites en Chine veulent développer le pays. Ils veulent poursuivre une stratégie de développement qui fonctionne parce que cela les aide à rester au pouvoir et leur donne de la légitimité. C'est très différent des États-Unis, où vous pouvez venir et imposer une série de tarifs sans vous soucier des marchés financiers. Je veux dire, nous n'avons pas vu ce genre de... Je ne pense pas que vous vouliez généraliser aux États-Unis en vous basant sur ce que le président Trump a fait récemment. D'accord, oui, bon point, oui. Mais les élites américaines dans l'ensemble se soucient du développement, elles se soucient de générer de la prospérité. Elles le font, et les marchés ont... Mais non. Repousser Trump, même Trump. Bien sûr. Mais le point est qu'elles veulent rester au pouvoir. Donc je suis d'accord avec vous. Mais vous ne devez pas sous-estimer qu'il y a deux autres raisons pour lesquelles les dirigeants s'intéressent au développement. La première, et c'est la plus importante, est que la prospérité se traduit par la puissance militaire. Et la puissance militaire est importante, parce que si vous êtes intéressé par la survie dans un système international brutal, vous voulez être puissant. Vous voulez donc vous développer économiquement pour pouvoir transformer la puissance économique en puissance militaire et améliorer vos perspectives de survie. Il faut se rappeler que lorsque la Chine était faible, il y a eu le siècle d'humiliation nationale. La cause du siècle d'humiliation nationale était la faiblesse chinoise. Le problème était qu'ils étaient économiquement en retard par rapport à l'Occident en développement. Il y a donc cette logique de sécurité ainsi que la logique politique intérieure. Mais l'autre raison est que si vous êtes le dirigeant d'un pays, vous avez un intérêt personnel. Oubliez la politique pour vous assurer que votre peuple prospère. Ce sont vos gens. Vous voulez qu'ils mènent une belle vie ou au moins une vie décente. D'accord. Donc, je pense que si vous êtes un dirigeant chinois, vous vous inquiétez de votre position politique, vous vous inquiétez du bien-être de votre corps politique, et vous vous inquiétez de la sécurité de votre corps politique ou de votre État-nation. Et tous ces motifs vous poussent à travailler très dur pour développer votre économie. Et nous parlions auparavant des technologies de pointe. Si vous êtes chinois, vous avez un intérêt profond à être à la pointe de toutes ces nouvelles technologies qui existent, tout comme les Américains. Si vous êtes indien, vous avez un intérêt profond à vous engager avec les Américains et les Chinois. Vous savez, je vois souvent tous ces scientifiques et ingénieurs indiens qui viennent à la Silicon Valley. Je penserais que du point de vue de l'Inde, ils devraient créer leur propre Silicon Valley et garder ces scientifiques et ingénieurs là-bas. Pourquoi? Parce que si vous êtes à la pointe des technologies de pointe mondiale, cela génère de la richesse, ce qui signifie que cela génère de la prospérité. C'est bon pour le corps politique, c'est bon pour le peuple de l'Inde, de la Chine ou des États-Unis. Donc je voudrais simplement ajouter à ce que vous avez dit en intégrant ces autres dimensions. Professeur Mearsheimer, c'est un honneur incroyable de vous avoir parmi nous et merci beaucoup pour votre temps. Vous êtes le bienvenu, Mike. J'ai vraiment apprécié. Merci. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Au cours des 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche
et progressiste. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez aimé notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes pour vous. Veuillez envisager de faire un don pour la cause. Le lien est dans la description ci-dessous. De plus, si vous ne pouvez pas le faire, ne soyez pas triste. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner. Don't forget to hit the subscribe button.